Je vais vous parler des nouveaux défis de la vie à deux. Bien sûr, la vie à deux a toujours été un défi, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est la désinstitutionnalisation du mariage au bénéfice du sentiment amoureux. Actuellement, il est socialement admis que si on vit en couple, c'est qu'on s'aime, et cela se suffit à soi-même. Luc Ferry a ainsi parlé de la révolution de l'amour, ouvrant pour lui une spiritualité laïque. Certes, il y a bien une révolution dans nos croyances, et d'une certaine façon, on peut souscrire à cette thèse que l'amour est redescendu sur terre sous forme d'une valeur phare, alimentant tous les espoirs d'un bonheur à saisir ici et maintenant, et non plus à fantasmer et à attendre dans un au-delà hypothétique. Mais le rêve d'absolu mis en Dieu n'a-t-il pas été tout simplement délégué au conjoint ou à l'ami? Dans l'avenir d'une illusion, Freud constate que la vie est difficile à supporter. Outre les renoncements imposés par la civilisation, il y a la souffrance provoquée par les autres, par la nature, par le destin, et surtout, il y a l'angoisse de la mort. Comment se défendre contre toutes ces forces qui menacent? Comment conjurer l'état d'impuissance qu'elles font vivre? C'est ce besoin qu'a l'homme de renverser la détresse expérimentée en son contraire qui lui fait créer Dieu de toutes pièces. Mais justement, n'est-ce pas cette même transfiguration magique que nous attendons d'un amour que nous voulons aujourd'hui idéal? Ça va, vous comprenez? Nous sommes tributaires de la société dans laquelle nous vivons. Freud écrivait dans la très catholique Vienne de la fin du XIXe, début du XXe siècle, une Vienne qui était pleine de rigidité et de conventions, et qui est à des années-lumière de notre société actuelle. Toutes ces traditions paraissent aujourd'hui surannées, voire hypocrites. Nous sommes dans le refus des moules et des prêts-à-penser. Il s'agit désormais d'inventer et de maîtriser sa vie. D'autant qu'avec la revendication d'égalité entre l'homme et la femme, désormais chacun veut réussir individuellement sa vie en étant libre. Mais alors, que veut dire être libre? Si j'ai tellement besoin de l'autre et de son amour pour me sentir exister. Et que veut dire réussir? Toute réussite est forcément aléatoire, incertaine, et peut toujours être rêvée plus belle, plus grandiose. Dans ce monde insécure où les contradictions entre désir d'attachement et désir d'indépendance sont à leur comble, et où les institutions, dont la religion ne joue plus le rôle de médiateur, l'amour, le besoin de se sentir tout aimable dans le regard d'un autre, devient en effet la nouvelle forme que prend le sacré, mais un sacré qui ne dépend plus que de nous et qui met cruellement à l'œuvre, à l'épreuve nos ressources personnelles. Que se passe-t-il donc lors d'une rencontre amoureuse? Y est recherché et donné l'absolue assurance d'un être tout aimable. Brusquement, surtout s'il s'agit d'un coup de foudre, je me vois dans les yeux d'un autre, toute belle et tout aimée, et cet autre se voit, lui, tout beau et tout aimé dans mes yeux, l'effet miroir. Au fond, je peux brièvement
Vérifiez là qu'un terrain commun à l'autre et à moi existe, où le plaisir se partage sans que soient mis en cause des territoires à défendre. Pourtant, c'est ce qu'on va voir, cette expérience n'est qu'un point de départ. Elle est le socle sur lequel, peut-être, devra se faire un difficile et douloureux travail de séparation d'avec cet autre idéalisé que je voudrais m'approprier et avec qui je voudrais fusionner. Mais plus le besoin d'une réparation de l'image de soi sera grand, plus ce moment magique cherchera à s'éterniser. C'est alors l'intensité de cette expérience qui sera valorisée et recherchée au détriment de la durée. Plagiant la formule, on disait toujours « on se marie pour le meilleur et pour le pire », qu'on disait autrefois quand on se mariait, Bruckner en fait cette traduction bien actuelle. Lui, il dit « pour le meilleur, sinon tant pis ». C'est bien ce rêve d'absolu qui se déguise sous les multiples masques de l'amour vécu par beaucoup de couples, masques qui servent à esquiver la relation et à s'en protéger. Alors, pour aller très vite, je vais évoquer 2 stratégies. D'abord, l'idéalisation qui équivaut à aimer l'amour à la place de la personne. Et puis, j'évoquerai une 2e stratégie qui est la plus courante aujourd'hui, qui est la sexualité déconnectée des sentiments. Alors d'abord, cet amour de l'amour à la place de la personne, qu'on peut appeler la fidélité d'une certaine façon. Mais alors dans ce cas, à qui et à quoi est-on fidèle ? Souvent, on donne comme définition de la personne fidèle et fiable quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Certes, cette adéquation entre le dire et le faire est fondamentale, mais quelque chose l'est tout autant et même plus. C'est le partage d'affect qui seul permet de se mettre à la place de l'autre. Je vais prendre un exemple dans la littérature avec le personnage d'Adeline dans La cousine bête de Balzac. Balzac y brosse le portrait d'une femme belle, généreuse, de caractère sublime, nous dit-il, qui va avoir le bonheur d'épouser Hector, un baron, qui lui donne tout ce qu'une femme peut souhaiter. Je cite. « Depuis les premiers jours de son mariage, Adeline avait aimé son mari comme Joséphine a fini par aimer Napoléon, d'un amour admiratif, d'un amour maternel. Amour qui ne se démentira pas, même quand elle découvrira qu'il a de nombreuses maîtresses et qu'il dilapide leur fortune. Mais de quoi est donc fait cet amour si noble et si admirable d'Adeline ? Certes, son mari peut avoir confiance en elle, puisqu'elle ira jusqu'à refuser les avances de l'empereur qui voudrait lui offrir une rivière de diamants. Cependant, est-ce que l'amour se résume à être moralement irréprochable ? Eh bien, je ne crois pas du tout. À un moment, la fille d'Adeline, mariée, va découvrir elle aussi que son mari la trompe, et alors il est intéressant d'écouter ce que sa mère lui conseille. Je cite. « Imite-moi, mon enfant. Sois douce et bonne, et tu auras la conscience paisible. » Voilà, c'est ça qui est important, la conscience paisible. À son lit de mort, un homme se dit « Ma femme ne m'a jamais causé la moindre peine, et Dieu, qui entend ces derniers soupirs-là, nous les compte. Courage et silence, mon Hortense, jure-moi de ne parler qu'à moi de tes chagrins, de n'en rien laisser voir devant quiconque. Ô, sois aussi fière que ta mère. » Ainsi,
Adeline mettant un point d'honneur à ne jamais montrer aucune peine, elle ne partage aucun affect, aucune faille, et surtout à ne jamais rien demander, vient accréditer cette image d'un ange impassible que rien n'atteint. Ce souci qui prime tout autre de ne rien laisser voir est d'ailleurs surtout motivé par quoi ? Par le besoin de préserver une image de soi et des siens. Elle agit comme si elle était seule concernée et comme s'il n'avait d'importance que d'avoir une belle âme. Certes, elle est fidèle, mais à quoi est-elle fidèle ? Elle est fidèle à un besoin de se regarder elle-même parfaite. À aucun moment, elle ne se pose la question de ce que vit son mari et du pourquoi il se sent contraint à rechercher, lui, une image valorisée de lui-même dans le regard de ses maîtresses. Ne rien dire, ne rien faire et surtout ne pas s'affronter, n'est-ce pas la meilleure façon de garder ses illusions d'omnipotence et de se maintenir soi-même en paix, échappant ainsi à la souffrance de l'abandon ou de la trahison. Alors qu'il faudrait se défendre, qu'il faudrait parler, elle nie la valeur d'une relation vivante à autrui qui inclut toujours le désaccord et l'affrontement. En effet, le lien à autrui étant toujours potentiellement source de souffrance, mieux vaut l'ignorer et se donner à soi-même, comme elle le dit, une conscience paisible. Il importe que l'autre n'ait rien à lui reprocher, autrement dit, que son image reste totalement bonne. Elle dit à un moment, « Je ne veux pas redemander de l'argent à Hector, un reproche de lui me ferait trop de peine. » Et il faut qu'elle puisse se vivre alors comme totalement offerte, totalement donnée à l'autre, dans un entier oubli d'elle-même. « Je suis ta chose, lui dit-elle, fais de moi tout ce que tu voudras. Je me sens la force de te consoler, de te rendre la vie supportable à force d'amour, de soins et de respect. » Se voulant parfaite, elle creuse elle-même le fossé entre elle et lui, l'enfonçant irrémédiablement dans la honte de ne pas être à sa hauteur. Alors ça, c'était la première, ce qui était beaucoup plus souvent le cas dans le temps, c'est moins fréquent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt la sexualité déconnectée des sentiments. À quoi servirait l'amour, en effet, s'il ne donnait bonheur et réassurance sur soi-même ? Et où trouver tout cela, sinon dans une sexualité agie, déconnectée des sentiments et vécue comme un en-soi ? Et d'ailleurs, c'est bien ce que valorisent les romans contemporains, miroir s'il en est de notre société. Il y est d'abord recherché l'immédiateté de la satisfaction dans un refus d'une histoire qui exposerait à l'imprévisibilité du temps. Partout, la sexualité est exhibée et les interdits, les limites, se sont estompés aujourd'hui au bénéfice d'un impératif, mon épanouissement personnel. Et comme toujours, dans cette manière de voir les choses, il y a une part de vérité. C'est vrai que le plaisir est capital. Et c'est vrai que la sexualité est le lieu de la plus grande intimité avec l'autre et avec soi. Cependant, pulsion et sexualité ne peuvent être considérées comme des en-soi. Elles ont à être repensées en interaction constante avec les expériences relationnelles et de ce fait, elles s'exprimeront différemment en fonction de la qualité du lien vécu avec l'autre. En effet, avec la sexualité, on se trouve au carrefour des contradictions de ce qui fait l'humain. Contradictions entre le corps et la psyché, contradictions entre soi et l'autre,
et même à l'intérieur de soi, contradiction entre des désirs inconciliables, comme par exemple pour chacun le besoin de sécurité, mais le besoin tout aussi existentiel de changement et de liberté. Dans une relation aimante, deux questions sont ensemble posées. Qu'en est-il certes de moi et de mes désirs, mais aussi et tout autant, qu'en est-il de toi et de tes désirs? Avec alors, par peur de la dépendance et du pouvoir que pourrait prendre l'autre sur moi, la mise en place de stratagèmes pour subtilement ramener cet autre au même que moi. Travaillant déjà sur ce sujet, j'avais écrit un livre qui était là d'ailleurs, Amour, sexualité, tendresse, la réconciliation. J'avais essayé à partir de romans actuels de trouver des histoires qui marieraient tendresse et sexualité dans la durée, et je n'en ai pas trouvé. Alors j'ai trouvé des romans où là c'était la tendresse qui primait, ou alors la sexualité, mais pas les deux. J'avais alors essayé d'établir une typologie de cette dernière façon de conjurer la peur de l'autre, et j'avais ainsi distingué une sexualité sans visage, plurielle et anonyme, avec la vie sexuelle de Catherine Millet, puis deux autres formes beaucoup plus courantes et banales, une sexualité papillonnante avec surtout Camille Laurence dans Ces bras-là et Annie Ernaux. Non, Annie Ernaux, c'est avec la sexualité totalisante, avec l'amour-passion dans Passion simple et Se perdre d'Annie Ernaux. Et dans ces trois cas de figure, l'aspiration au bonheur prenait chaque fois la forme d'une revendication à être aimé, moi, dans l'absolu. Mais absolu différent. Le premier cas, c'était l'absolu d'une image de moi, idéalement généreuse à travers l'abandon de mon corps à quiconque le souhaitait, avec Catherine Millet. Absolu du moment magique de la rencontre, et puis absolu de la possession d'un autre, se confondant avec mon moi idéal, dans le regard de qui me voir exister comme parfaitement bon et aimant. Un absolu qui, dans tous les cas, n'avait pas pu se dialectiser avec le relatif de la relation à l'autre. Et peut-être surtout de la relation avec moi-même, et qui était resté pris en masse dans un idéal aussi inatteignable qu'indispensable. Les excès se répondent. Le trop dans le bon, autrement dit l'idéalisation, cherche toujours à lutter contre du trop dans le mauvais. Sous ce besoin d'absolu et de perfection pointe le mauvais amour de soi-même et le doute sur sa propre valeur. Revient toujours la question lancinante: si quelqu'un me connaissait vraiment, pourrait-il continuer à m'aimer? Il s'agit alors de se protéger de la souffrance née des émotions que la relation fait naître en reprenant la maîtrise par les sensations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un amour qui dure, qu'un amour où peut se vivre la confiance? Mais alors, où trouve-t-on cette réassurance narcissique qui permettrait de s'aimer soi-même et d'aimer l'autre d'un même mouvement? Autant l'intelligence peut se développer grâce à l'acquisition des connaissances, autant la confiance ne peut naître que d'un attachement sécure dans la relation à quelqu'un, dans l'expérience d'une relation à quelqu'un qui s'est montré fiable. Winnicott a développé ce concept d'espace transitionnel ou espace du paradoxe pour dire la construction du moi dans un incessant échange de l'autre avec soi-même, du dedans avec le dehors,
et la confiance se situe exactement dans cet espace. En effet, je le répète, je ne peux faire confiance à quelqu'un que si j'ai rencontré quelqu'un de fiable. Si l'autre m'a fait vivre un abandon ou une trahison, comment ne pas voir que la réponse la plus appropriée sera de me protéger de la relation en essayant de m'autosuffire. Donc, confiance et méfiance me viennent de l'autre, de l'environnement qui est le mien. Mais en même temps, cette confiance faite et reçue va se muer peu à peu en sécurité à l'intérieur de moi. Elle devient tout moi et c'est ce qui constitue ce qu'on appelle les bases narcissiques. Elle est tout de l'autre et tout à moi. Et à cela, il faut encore ajouter que le jeu dedans, dehors, dehors, dedans, autre, moi, autre, ne cesse jamais. Ma confiance peut être ébranlée, voire détruite par une trahison vécue, ou au contraire fortifiée par un accueil qui ne se dément pas. Et à mon tour, je vais, moi aussi, être à l'origine ou non d'une possible confiance chez l'autre, et ainsi de rencontre en rencontre. Alors, l'espace et le temps de la confiance supposent de peu à peu construire son propre territoire pour accepter de dépendre de l'autre. Alors, j'ai trouvé une problématique qui répondait à ce que je cherchais dans un magnifique poème, c'est le Cantique des Cantiques, dans le Premier Testament. Il rejoint une problématique très actuelle, mais en déploie une conception assez différente. Aujourd'hui, la sexualité est le lieu privilégié, voire obligé, comme je le disais, de vérification d'un être aimable qui se clôt sur l'impératif d'un épanouissement centré sur moi. Or, justement, dans le cantique, cette vérification sera nécessaire, mais inaugurera une rencontre difficile, car imprévisible, entre soi et l'autre, et entre soi et soi. Le bien-aimé disparaîtra quand elle en aurait tant besoin, et elle-même ne sera pas disponible quand il reviendra. Et alors, c'est à partir de l'acceptation de ces douloureux ratés dans la relation qu'ils vont peu à peu apprendre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils désirent, et que le temps va se déployer. Entre les deux amants se tisse alors une histoire dans laquelle ils vont co-créer un art d'aimer qui rendra la vie bonne pour chacun. Ce qui est intéressant, c'est que nous allons retrouver dans ce poème les deux aspects qui caractérisent toute rencontre amoureuse à ses débuts, à savoir l'idéalisation et le désir d'appropriation, mais viendra l'épreuve du rêve brisé et de ce qui peut être construit à partir de là. La rencontre amoureuse me fait naître à moi-même, au départ, en me faisant vivre une illusion. Illusion d'innocence, illusion de complétude. Dans le poème, l'arrivée du bien-aimé va justement faire cesser l'exil de la bien-aimée qui se sentait coupable. Elle pensait qu'elle n'était pas aimable. Alors dans le poème, c'est parce qu'il nous est dit qu'elle n'avait pas gardé ses vignes. D'être regardée belle et aimable va la faire magiquement le devenir, et elle va alors, comme dans tout coup de foudre, dans toute rencontre, expérimenter un amour idéal, ce sera le premier poème, fait de ces illusions fondatrices qui se confondent avec nos aspirations au bonheur dans un déjà là,
de l'accomplissement amoureux. Entre deux, il y a désir mutuel d'un unique dont on est l'unique. Chacun se donne à l'autre sans réserve et s'en nourrit. Le plaisir de l'union des corps est partagé. Et à partir de ce premier moment idéalisé, est rêvé un tout déjà là et entièrement maîtrisé dans un présent qui se voudrait éternel. On est là dans ce que j'avais appelé l'amour de l'amour. Et tout de suite va apparaître ce besoin spontané chez chacun d'entre nous d'agrippement et d'emprise qui me fait ramener l'autre au même que moi. Je viens d'insister sur le plaisir de la rencontre au cours de laquelle les 5 sens sont convoqués pour traduire l'admiration et l'attachement que chacun porte à l'autre. Mais est-ce pur hasard? La première disparition du bien-aimé se produit juste après que l'aimé ait affirmé son désir d'appropriation. Elle dit « Mon bien-aimé est à moi » et moi à lui. Il paît son troupeau parmi les lys. Et voilà alors que le bien-aimé fuit. Ce qui oblige la bien-aimée à sortir à sa recherche et demander de l'aide aux filles de Jérusalem. Mais l'aimé, retrouvant très vite son aimé, conjure aussitôt par un geste, elle dit « Je l'ai saisi et ne le lâcherai point ». Elle conjure ses angoisses de perte liées à la séparation, puisqu'instantanément elle va se réagripper de toutes ses forces à l'aimer. Elle supprime toute distance entre eux et elle se replie sur ses rêves d'absolue appropriation et de retour à l'indifférenciation des origines dans un besoin de complétude qui sont restés quasiment intacts. La déprise demande beaucoup de temps. C'est de nouveau la nuit. Dormant, alors que pourtant son cœur veille, tout à coup la bien-aimée entend son bien-aimé l'appeler 4 fois, avec des mots tous plus pleins de tendresse et d'affection les uns que les autres. Mais cette fois, c'est arrivé inattendu, il ne l'avait pas prévenu. C'est imprévu, ça lui est insupportable. Pourquoi il ne lui a pas dit ça? Faut-il ainsi qu'elle soit à tout moment et en toutes circonstances à sa disposition? Ah non, il la dérange dans ses besoins d'autonomie et ses projets à elle. Non, vraiment, c'était pas le moment propice à une visite. Qu'est-ce qu'il a besoin d'empiéter ainsi sur son territoire? Je cite, « J'avais ôté ma tunique, comment la remettrais-je » Quand enfin elle se résout à ouvrir, le bien-aimé a disparu. Ce qui est ici intéressant, c'est de pointer combien je suis souvent partie prenante de fait que l'autre me quitte. C'est moi qui finalement ai fait que l'autre me quitte. Alors, nous nous trouvons face à l'épreuve du rêve brisé et ce qu'on en fait. Comment ne pas être déçu quand l'autre ne répond pas à votre attente? Faut-il souscrire alors aussitôt à la jolie formule de Bruckner que je citais dès le départ, pour le meilleur, sinon tant pis? Dans le nouveau désordre amoureux, les auteurs, Bruckner et Finkielkraut, insistent sur le fait qu'aujourd'hui, je cite, « le code amoureux ne connaît pas d'autre figure de la séparation que la rupture. Pas d'autre distance que l'amertume et la promiscuité. » Comme si la discorde était la seule forme possible de l'éloignement, comme si l'on ne pouvait éprouver la séparation que dans le moment de la querelle ou dans le silence d'une solitude accablée. Ils étaient faits l'un pour l'autre, dit-on, mais il faudrait pouvoir ajouter « leur amour aura été l'acte lent par lequel ils ont défait
cette correspondance illusoire et logeant la distance au cœur de l'intimité, lui ont substitué la merveille d'une séparation fondamentale. Défaire l'illusoire correspondance qui n'est que souci de soi-même et loger la distance au cœur de l'intimité, c'est ce que vont apprendre à faire les amants du cantique en reconnaissant que les sentiments négatifs font partie aussi de la vérité de toute relation. L'amour, du fait de l'altérité, inclut inévitablement le manque et la frustration. Et accepter de partager le plaisir, c'est inéluctablement prendre le risque de souffrir et de partager le déplaisir. Celui qui me donne du plaisir me fera nécessairement vivre du déplaisir, des plaisirs liés au fait qu'il est différent de moi, mais plus grave, des plaisirs qui pourra prendre la forme d'un abandon, d'une trahison, en tout cas toujours d'une déception. Cependant, comment maintenir le lien à l'autre si je n'accepte pas ce risque qu'il me fasse souffrir? Néanmoins, insistons-y, pour pouvoir prendre ce risque, il faut un minimum de sécurité intérieure, et il leur fallait ce socle de confiance appris dans le plaisir partagé des premiers temps de la rencontre pour accepter de vivre ce long et douloureux apprentissage de l'absence et de la solitude qui sont dans tout couple. En effet, ce seront les moments d'absence qui vont creuser le désir, en quelque sorte le personnaliser et modifier la relation que chacun entretient à l'autre et à soi-même. D'où l'importance non seulement d'apprivoiser la solitude, mais encore d'y développer ses propres talents. Il s'agit d'actualiser et de tenir la promesse de la rencontre amoureuse. Quand on s'est rencontré, on s'est dit que tu es beau, que tu es belle. Or, plus je développerai mes talents, plus je trouverai en moi cette beauté sous forme d'estime de moi-même qui me donnera alors cette sécurité, cette confiance permettant de laisser l'autre libre. En effet, plus je conquiers mon indépendance, moins la dépendance à l'autre me fera peur, et plus je pourrai alors trouver ma place et la respecter chez l'autre. Et paradoxalement, moins j'ai besoin de l'autre pour me sentir valable, plus je suis apte à tisser d'authentiques liens. En tout cas, à l'appui de ce qui vient d'être dit, nous voyons qu'à partir du moment où la bien-aimée peut retrouver en elle son bien-aimé et se vivre présente à lui en son absence, elle n'a plus besoin de chercher à le contrôler. Cette présence à l'intérieur d'elle témoigne que désormais elle lui fait confiance et que dans cette mutualité acceptée, elle peut s'abandonner, c'est-à-dire se donner à lui comme se recevoir de lui. En effet, cette fois, à la fin du poème, elle va inverser les termes précédents. Avant que de prendre et d'affirmer son droit sur l'autre, mon bien-aimé est à moi, elle se donne enfin elle-même sans condition. Je suis à mon bien-aimé, dit-elle, et vers moi se porte son désir. En effet, peut-on parler d'amour s'il n'y a pas cet abandon de soi-même? Ainsi, il n'y a de lieu d'apprentissage de sa vérité pour l'homme que dans un échange permanent, avec les inévitables alternances de plaisir et de déplaisir. De toute façon, il y a toujours dans nos relations une part de nous-mêmes et de l'autre qui nous échappe. Dans un couple,
celui qui d'une découverte du mauvais en l'autre ne peut rien faire qu'une rupture, n'est fidèle ni à lui-même, ni à son conjoint, mais à une idée. L'autre devait être là pour me combler, dans un refus du manque et de la souffrance qui signe l'altérité. Ce manque qui marque la rencontre de deux personnes différentes, qui sont toutes les deux maladroitement en quête d'elles-mêmes et en devenir. Nous retrouvons la question essentielle qui est posée. Que faisons-nous du mauvais en nous-mêmes et en l'autre? Et de quelle façon l'amour se vérifie-t-il dans l'épreuve? En général, pour ce qui est de nous-mêmes, nous cherchons à occulter, et pour ce qui est de l'autre, nous croyons restaurer notre narcissisme blessé en nous vengeant. Mais dans les deux cas, nous choisissons de faire proliférer la haine. En contrepoint, pour ne pas nous déchirer, faudra-t-il, à l'exemple d'Adeline, ne pas voir, ne pas savoir, afin de ne pas souffrir et de garder intacte illusion et idéalisation, quoi que je fasse et que fasse l'autre. Mais alors tout cela, ça n'a plus rien à voir avec l'amour, car cela équivaut à nous couper de l'autre. Dire à quelqu'un « je t'aime », c'est porter un projet. Et c'est espérer possible une alliance dans la durée, car elle engage, au-delà des personnes, dans un champ de réciprocité qui lie alors deux histoires qui, en se rencontrant, vont créer quelque chose qui n'existait pas, qui vont créer du nouveau et qui font que toute rupture sera toujours amputation de soi-même, de l'autre et des deux. Et au-delà des deux, de ce que cette rencontre unique rendait seule possible. Alors certes, le projet d'alliance peut échouer, car tout n'est pas maîtrisable, et dans un couple, on est deux. Mais c'est là que le rôle de l'espérance est fondamental et souvent si mal compris. Je pense à la critique qu'en fait Luc Ferry, qui va jusqu'à faire l'éloge du désespoir. Voici ce qu'il écrit dans La Révolution de l'amour. Non seulement l'espoir nous installe dans une tension négative, mais en outre il nous fait manquer le présent. Préoccupés d'un avenir meilleur, toujours différé, nous en oublions que la seule vie qui vaille d'être vécue est celle qui se déroule sous nos yeux, ici et maintenant. Mais c'est alors omettre de dire que l'espérance dont il s'agit là reste purement rêvée. Car en quoi l'espérance, cette passion pour le possible, comme l'appelait Kierkegaard, ferait-elle manquer le présent si elle se fait projet et moteur d'une action? C'est seulement parce que je crois que quelque chose est possible que je vais essayer, avec tous les aléas, d'œuvrer pour le rendre possible. Je vous remercie. Merci pour cette occasion d'échange avec vous sur un sujet qui nous tient à cœur. Et voilà, enfin, au fond, nos deux interventions, et c'est un peu dans ce sens, je pense, qu'Isabelle nous a invités sur une sorte de témoignage, au fond, une envie de témoignage de ce que a été notre vie. Enfin, elle n'est pas terminée, hein, j'espère, mais enfin bon, elle est quand même bien avancée. Et ce qui est intéressant, c'est quand même cette expérience de vie, au fond, très, très forte entre notre vie, la vie privée, les relations, comme on a dit, les relations amoureuses et la force qu'elle représente, et aussi cette chance que j'ai eue de me retrouver à la fin de mes études à rentrer dans ce qui était le premier service de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte, 13-25 ans,
à ce qui était l'hôpital international de l'Université de Paris à l'époque, qui dépendait de l'UNESCO un peu, et qui est maintenant devenu l'Institut mutualiste Montsouris. Donc des conditions de travail plutôt bonnes, avec environ 2500 adolescents par an en file active, 39 lits d'hospitalisation, 30 places d'hôpital de jour, et j'y suis resté 40 ans, en devenant le chef de service dans les années 90. Et donc là, je pense que c'est une chance de travailler avec des adolescents, et des adolescents ayant des troubles dits psychiatriques, parce qu'il me semble que c'est une leçon de vie fondamentale, profonde, qui nous donne un regard, qui nous permet un regard sur la philosophie de la vie, le sens de la vie. Quand on voit des jeunes entrer dans des conduites qui, à partir du moment où c'est des conduites dites psychiatriques, elles ont toujours une portée destructrice, parfois allant jusqu'à la mort sans l'avoir voulu. Elles ne sont jamais choisies. Personne ne choisit d'avoir un trouble mental. Et on n'a pas à remettre la responsabilité sur l'inconscient, de déplacer. Ils ne sont peut-être pas conscients, mais inconsciemment c'est recherché. Non, mais ça a un sens. Bon, c'est ça ce que m'a appris le recul. Ça a un sens. En général, tous ces troubles, au fond, ils ont une fonction adaptative. Et c'est-à-dire qu'en ayant ces troubles, l'adolescent est moins mal. Ça ne veut pas dire qu'il est bien, il est moins mal. Au fond, c'est des conduites de réponse à une menace qui font qu'en ayant ces troubles-là, il retrouve une forme de maîtrise qui le rassure, mais qui l'enferme, et qui peut l'enfermer jusqu'à la destruction. Et ce qui n'est pas juste, ce qui fait la maladie, ce n'est pas la réponse, c'est l'enfermement dans cette réponse. Et toutes les réponses psychiatriques ont en commun mais que justement, elles sont une façon de tenter de reprendre une maîtrise, mais en se privant de ce qui fait la vie, c'est-à-dire la co-construction. Et plus ils s'amputent de ce qui pourrait les rassurer, comme ça a été dit tout à l'heure, dès qu'ils s'amputent des échanges avec l'environnement, eh bien, plus ils s'enferment dans la menace, dans la peur, et plus ils se referment sur eux. Et c'est ça qui est la maladie, c'est de ne pas pouvoir sortir. Faire une crise de panique, faire une tentative de suicide, c'est pas en soi une maladie. C'est une façon de réagir, mais si c'est la façon habituelle de réagir, c'est pathogène. Pourquoi ? Parce que ça menace la vie, et que ça va à l'encontre de l'échange, ouais. Et que c'est le reflet de la peur. Alors ouais, c'est là où il m'a semblé, avec ce recul, qu'il y avait des lignes de force qui se dégageaient, très importantes, et qu'au fond, d'une part, j'ai eu cette chance de me retrouver dans ce service, d'avoir des contacts encore avec des gens que j'ai soignés en 68 ou 69, dits psychotiques. Bon. Non pas que je les ai suivis plus de 10 ans, mais quelque chose fait qu'on garde des contacts par SMS, à l'occasion, de temps en temps. J'ai des nouvelles, des rencontres. Et j'ai beaucoup de rencontres aussi par des conférences, par des différents moyens, avec beaucoup d'anciens patients, plusieurs centaines. Donc j'en ai quelques-uns, je disais tout à l'heure, de ceux que j'ai soignés en 68 comme psychotiques, qui vient d'être grand-mère, là, voilà. Donc on a le parcours de sa vie. Elle est toujours sous traitement, elle a toujours eu un certain nombre de problèmes, mais elle a fait un métier, elle a eu des enfants, ses enfants ont des enfants, et on voit là, sur la durée, quels sont les enjeux. Bon. Et là, il y a une similitude, au fond, entre cela et puis cette histoire que aussi raconte Nicole, aussi qui est la nôtre, bon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de commun dans tout cela, c'est, voilà, qu'est-ce que c'est que la vie, bon. Et que là, donc, cette expérience de vie qui a été la mienne au travers de notre propre vie, au travers aussi de cette chance d'avoir ces contacts avec ces adolescents, eh bien, à cette chance-là s'est ajouté le fait que nous vivons une époque dont on ne mesure pas le caractère quand même très extraordinaire. Mais c'est tellement plus facile de se plaindre. Et ça, il n'y a rien de plus petit bourgeois, enfin, que le pessimisme, finalement. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas prendre de risques. Bon, ça, on est sûr que quand, si on voit, de toute façon, il faut faire confiance à personne, de toute façon, ça va aller mal, de toute façon, il y a de l'agressivité, de toute façon, il y a des destructions, ça, c'est vrai. On se garantit, mais on s'empêche de vivre. Bon. Et c'est à nous de faire de la vie ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une co-création. Et ça, nous avons une responsabilité. C'est-à-dire, il y a une morale de la vie, qui n'est pas le moralisme. Une morale du biologique, j'allais dire.
Et ça, c'est la chance que nous vous en 30 ans, nous avons appris sur le comment de la vie, pas le pourquoi, le comment, plus que dans toute l'histoire de l'humanité. Et je pense que ça interroge beaucoup les philosophies de la vie, ce qu'on apprend par la biologie actuellement. Bon. Et ce qu'on apprend par la biologie, là je vous renvoie par exemple à un livre comme celui d'Antonio Damasio, portugais, vous connaissez, francophone, c'est encore plus en faveur de lui, mais enfin bon, et qui travaille aux États-Unis, et qui a écrit des livres qui ont été traduits en français, notamment, probablement en portugais aussi, L'erreur de Descartes, Spinoza avait raison, et le dernier, duquel, à mon avis, on peut se contenter, si on n'est pas, il ne fait que 600 pages, et c'est pas très difficile à suivre, sur sur l'activité réflexive, c'est-à-dire, c'est intitulé L'autre moi-même. L'autre moi-même. Et c'est ça qui est le propre de l'être humain, c'est cette capacité d'être conscient de nous. C'est pas la conscience, c'est pas le langage, les animaux en ont. Nous sommes les seuls à nous regarder comme un objet d'étude. Nous sommes conscients d'être conscients. Et ça, c'est une rupture qualitative après un progrès quantitatif du cerveau. Bon. Et ce que nous apprend la biologie, et j'en dis quand même un mot, et ça devrait nous interroger. Au lieu de se battre, comme nous l'avons fait, ma génération l'a un peu fait, entre c'est psychologique, non c'est biologique. Il n'y a pas de vie sans biologie. Bon. La vie, c'est de la chimie. Bon. La chimie, maintenant, on sait comment sont nées les premières cellules. Et que la première cellule, qu'est-ce que c'est ? C'est une individuation. La vie commence avec l'individuation, la membrane de la cellule. Le monde intérieur, le monde extérieur. Et la cellule, elle ne marche que par les circuits appétitifs. On va prendre au dehors ce qui est nécessaire, l'énergie. Les circuits aversifs, on rejette le toxique et on ne peut plus s'arrêter. Et la vie ne s'est plus arrêtée à partir de cette première cellule, avec à l'intérieur ce qu'on appelle les briques, l'ADN, voilà, le code génétique, qui va permettre quoi ? Qu'avant de disparaître, la cellule s'est démultipliée. Et donc que la vie a pu se répandre. Comment elle s'est répandue ? Eh bien par des différenciations génétiques, des mutations en pagaille. Et c'est l'extraordinaire beauté et diversité de la vie. Des millions de végétaux, des millions d'insectes, des milliers d'espèces animales, des hommes déjà aussi si différents. Tout ça à partir de la première cellule. C'est-à-dire que plus on voit la vie, plus on va dans le sens de la vie, plus on aperçoit de son extraordinaire complexité et beauté. Ça inspire le respect, la vie. Et tout ça, ça va vers quoi ? Ça ne va pas vers la destruction, ça ne va pas vers la mort, ça va vers la transmission. Mais comme le biologique s'use, eh bien, il y a la transmission génétique. Les cellules se démultiplient et elles changent. La vie, ce n'est pas la répétition du même, c'est toujours le changement. Et c'est comme si on ne prenait pas en compte cette force-là et qu'on continue à se disputer. Là, c'est psychologique, c'est biologique. Bon. Mais là, on sait que la pensée, l'activité réflexive, c'est le produit du cerveau. C'est ce produit extraordinaire de ces 150 km de câbles qui vont avec des millions de connexions, qui vont permettre que naisse la pensée. Mais qu'est-ce qui met en route la pensée ? C'est la relation. C'est le lien, c'est ce qu'on parlait, c'est la rencontre. La vie, c'est une histoire de rencontre entre un génome et un environnement. C'est vrai pour les graines, c'est biblique d'ailleurs, c'est vrai pour nous. La vie, c'est une rencontre. Voilà. Entre un génome, pas de génome, il n'y a rien, pas d'environnement, il n'y a rien. Et c'est cet échange. Et qui s'est complexifié chez l'être humain, et qui a fait que l'être humain est devenu capable d'en être conscient. C'est extraordinaire. Et en même temps, ça a ouvert vers une créativité formidable, mais une destructivité à la même mesure. Alors c'est là aussi que ça nous interroge. Et c'est ce que montre aussi ma pratique, et c'est ce qu'on retrouve dans cette description de la relation amoureuse, c'est que la vie, c'est la rencontre, dans le plaisir du partage et des échanges, mais ça peut être aussi la destructivité. Et qu'il y a une même force unique qui fait que les gens qui ont le plus, au fond, d'appétence à vivre, eh bien, ils peuvent être les plus créateurs, mais aussi les plus destructeurs. Voilà ce qui est terriblement.
C'est que cette force vitale, elle n'est pas divisée entre une libido, une agressivité. C'est un potentiel qui va après se différencier en destructivité ou au contraire en créativité en fonction des rencontres. Et aucune rencontre ne peut être neutre. Dire « ça ne m'intéresse pas, je suis neutre », ça veut dire bon, je ne te renvoie pas l'image de toi comme support d'un intérêt possible, ce qui était dit dans la relation amoureuse. Je ne permets pas de voir en toi, que tu vois en toi ces potentialités que je reconnais. On ne peut pas être neutre. Et ça nous interroge dans notre pratique psychiatrique, psychothérapique. Ce n'est pas pour dire vous devez devenir comme moi, non. Mais votre vie a un sens, et ce sens, vous avez les moyens de le créer. Mais tout ce qui est de la vie, et là aussi c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que tout ce qui est de la vie, on ne peut pas le maîtriser. Parce qu'on dépend des autres. Et si vous commencez, c'est là où l'amour vient illustrer. C'est-à-dire qu'il y a une complémentarité entre la biologie, ce travail de psychiatre et ce que nous vivons dans les relations. C'est la même chose. C'est toujours le même, pas dans le même, avec le même vécu, mais c'est les mêmes fondamentaux. Il y a des fondamentaux de la vie. C'est qu'en effet, tout ce qui est de la vie, on ne le maîtrise pas. Si vous commencez par dire « je t'aime tellement que je t'enferme », c'est pas bon pour l'amour. Donc personne, vous auriez envie d'avoir une vie réussie, la plus ouverte, la plus riche possible. C'est possible, je ne peux pas vous le garantir. Par contre, si vous me dites « moi, la vie, j'attends rien de la vie, rien ne m'intéresse, rien ne vaut la peine », ça vous êtes sûr du résultat. Je disais tout à l'heure, le seul moyen d'être sûr du résultat d'un examen, c'est de ne pas le passer. Si vous n'allez pas à l'examen, vous êtes sûr que vous ne serez pas du résultat. Si vous y allez, c'est au risque de la déception. Toute la vie est au risque de la déception. C'est important de le savoir. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une déception que toute la vie devient mauvaise. Ce n'est pas parce qu'il y a la mort. Oui, mais la mort, c'est une invention humaine, la mort. Ce n'est pas la vie qui va vers la mort, la vie va vers la transmission. Mais à partir du moment où on a été conscient de nous-mêmes, il n'y a pas de pulsion de mort. Je pense que c'était important que Freud en parle. Mais la vie, ce n'est pas de pulsion de mort. C'est l'homme qui, parce qu'il est conscient de lui-même, ne supporte pas qu'on ne lui ait pas demandé son avis pour naître, pas encore, mais qu'on ne lui demande pas pour mourir, tout en lui ayant donné la conscience de lui, ça devient difficile à supporter. Je n'ai pas le pouvoir de me faire survivre. Mais non, parce que je suis qu'un maillon de la vie. Mais non, moi, la vie, c'est le but de la vie, c'est moi. Non, non, c'est pas toi, c'est plus large que toi. Ça, c'est ce que nous montre la biologie. C'est pas la mort, c'est la transmission. Et puis ça mute, et ça change sans arrêt. Et nous, on voudrait arrêter, contrôler, maîtriser. Et là, il me semble qu'on voit qu'il y a quelque chose d'une conjonction de ce qu'il y a de plus biologique en nous, de ce qui fait de nous des êtres vivants, dans la suite des animaux, c'est-à-dire toute la vie émotionnelle, tous ces circuits appétitifs et aversifs, d'appétence et de peur. Et on pourrait dire que la vie, ça se joue entre deux émotions fondamentales, à tous les degrés de la vie, y compris d'ailleurs même pour les végétaux, pas sous la forme d'émotions, mais de deux grandes données, c'est la confiance ou la peur, c'est-à-dire les circuits appétitifs ou les circuits aversifs. Et si on a la peur, pour ceux qui ont des cerveaux, c'est aggravé par la solitude. Voilà. Mais pour pouvoir aller vers l'autre, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans tous les niveaux, il faut qu'il y ait un minimum d'appétence et de confiance. Donc ça, c'est des fondamentaux qu'on va retrouver à tous les niveaux. Et avec cette nécessité, que c'était dit aussi tout à l'heure, ce que nous montre la vie, c'est que pour que la vie se développe, il faut échanger avec les autres, et en même temps, il faut se différencier des autres. Puisque la cellule, elle est là pour à la fois se différencier de l'environnement, mais ne peut vivre qu'en un échange constant avec l'environnement. Je rappelle que là, tous, là, tels que nous sommes, nous échangeons entre 1,5 milliard et 2 milliards de SMS à la seconde dans notre cerveau.
entre 1,5 milliard et 2 milliards d'informations par des petites protéines qui vont et viennent de l'intestin, de partout, des yeux, de tout partout, vers le cerveau. Alors mes petites pensées, même les miennes là actuellement, c'est tout petit à côté de tout ce qui s'échange par ailleurs et qui est la vie. On ne l'enseigne pas aux enfants. On ne leur dit pas, vous avez à l'intérieur un outil qui est des milliers de fois supérieur à ton malheureux iPhone, hein, donc, que tu veux protéger. Donc, hein, quand tu fumes du hash ou des choses, quand tu en fumes ton cerveau, on ne pourra pas le changer comme ça. Hein. Et il est tellement plus précieux. Donc, ce n'est pas le fait que tu aies du plaisir qui est prouvé, c'est que tu n'as pas abîmé ton corps pour te sentir du plaisir et pour vivre, parce que c'est trop triste, parce que tu as un moyen formidable. Ouais. Donc, il y a quelque chose là qu'il faudrait rappeler. Nous avons un outil extraordinaire, et avec la capacité réflexive, nous avons une capacité de choix. Mais ce choix, qu'est-ce qui l'influence? Ben là, on retrouve la confiance, l'amour ou la peur. Voilà. Et comment voulez-vous qu'on pourra apprendre de soi si en effet il n'y a pas eu cette confiance? Si on est dans la menace permanente, eh bien, il va falloir sans arrêt qu'on se défende, qu'on refuse, qu'on contrôle. Et comment on peut contrôler? Pas par le plaisir partagé, puisque là, vous dépendez de l'autre. Voilà. Mais on contrôle toujours dans le refus, dans la fermeture, dans ce que j'appelle la destructivité, qui peut être simplement faire la tête, partir dans sa chambre en claquant la porte, mais qui peut être aussi ne plus voir une personne, ne plus vouloir penser à elle, voir la tuer ou la supprimer. C'est tous les degrés de la destructivité. Mais c'est toujours le même processus. J'ai peur, je me replie. Ça peut être un bon moyen de protection, mais il ne faut pas que je m'enferme là-dedans. Il ne faut pas que je m'enferme dans mon repli. Et les maladies, c'est ça nous montre. Et quand on voit ces patients, ben oui, c'est pas fou. Hein. Quand ils se scarifient, qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas, c'est moi, c'est pas moi, c'est plus fort que moi. Mais ça me soulage. Mais par contre, si quelqu'un qui se scarifie, vous lui dites, bon, ça te soulage, j'ai bon cœur, donne-moi ton bras, je vais te scarifier, ça va être, non mais ça va, l'horreur, c'est pas possible, vous êtes fous. Parce que c'est pas moi qui en suis l'acteur. Et là, il y a une notion importante, c'est que ces besoins d'être acteur de sa vie, qui est le moteur de la protection du vivant, qui est une base biologique, chez l'être humain, par la conscience qu'il en a, cette action de moteur sur la vie va faire, ce que je disais il y a un instant, que la destructivité lui apparaît comme le dernier pouvoir. C'est la créativité du pauvre, la destructivité. Pauvre pas au sens économique, mais si je suis impuissant, je peux toujours détruire. Moi, les autres, et on le voit bien dans le terrorisme, on le voit bien dans le suicide, c'est pas la mort qui est recherchée, c'est redevenir acteur de sa vie. Et si je ne peux pas le faire dans le partage, je peux toujours le faire dans la destruction. Et ça, à quel point, vous voyez, les hommes se droguent à la destructivité. Morale, physique. Ouais. Je ne crois en rien. Je n'attends rien. Vous êtes sûr de ne pas être déçu. Là, c'est l'avantage. Mais quelle vie vous avez. Et là, vous voyez, il y a quelque chose aussi qui montre que, qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure et qu'on va reprendre en quelques minutes, c'est que nous sommes toujours dans des contradictions. Que la même poussée de la vie peut être vers l'appétence ou vers, au contraire, le repli avec la même force. Et là, on voit combien la déception va être ce que j'appelle, moi, un peu le cancer des émotions. Parce que la déception, elle est à la mesure de l'attente qu'on a. Si vous attendez peu, vous avez peu de chances d'être déçu, c'est au moins un avantage. Mais si vous attendez beaucoup de la vie, parce que vous avez beaucoup d'appétence, parce qu'aussi vous avez des revanches à prendre, parce que vous vous êtes senti humilié, parce que eh bien, ça vous rend très vulnérable à la déception. Voilà. Et qu'à un moment donné, mieux vaut ne plus rien attendre que de risquer d'être déçu. Et là, ça vous redonne l'illusion d'un pouvoir sur votre vie. Mais pour aboutir à quoi? Ouais. Alors je dis un cancer des émotions parce qu'au fond, la déception se nourrit, comme le cancer se nourrit de la dédifférenciation des cellules, qui deviennent comme les cellules jeunes, qui se mettent à proliférer partout, indifférenciées. Et bien, quand on est déçu, notre émotion va devenir cela. Elle va nous pousser à nous détruire avec la même appétence que nous aurions envie de nous construire. C'est ça que me montre ce suivi des patients.
Et j'en parlais là, et j'ai pu obtenir d'Odile Jacob aussi qu'il y ait des publications d'anciens patients, dont des publications que je trouve très exceptionnelles, d'un patient schizophrène que je n'ai pas soigné moi-même et que j'ai vu quand il avait 30 ans, pour confirmer le diagnostic, qui a été mis sur neuroleptique, qui est dans une relation de confiance avec un thérapeute, et qui a dit, mais moi, si je suis schizophrène, eh bien, c'est que je suis divisé, je suis double, alors je pars à ma rencontre. Et c'est une interview de moi par moi-même. Ça s'appelle « Dialogue avec moi-même, un schizophrène témoigne ». Je n'ai jamais vu un témoignage de schizophrénie de cette qualité. Avec en plus un talent d'écriture, il est toujours sous traitement et il le restera probablement à vie, mais qui a changé totalement dans le regard qu'il porte sur lui-même à partir du moment où sa maladie a pris du sens et où il a pu prendre du recul, de la réflexivité, et qui n'est pas hors du champ du symbolique, comme on a pu dire des psychotiques, qui sont hors du champ du symbolique, qui sont dans la toute-puissance, ça des contresens, pas neutres, parce que ça aboutit à créer justement, de la part des autres, un rejet encore plus fort. Alors que non, oui, quand ils sont malades, ils ont perdu la capacité de symbolique. Quand ils vont mieux, ils peuvent symboliser. Dialogue avec moi-même, c'est la symbolisation même. Mais ils restent plus vulnérables émotionnellement que la moyenne d'entre nous. Il y a un deuxième livre qui a été fait, qui s'appelle, un très beau titre qu'a trouvé cette personne, qui s'appelle « Qui suis-je quand je ne suis plus moi ? Une bipolaire témoigne ». Et vous connaissez bien tout ce qu'on a, ce discours sur la bipolarité, qui est la psychose maniaco-dépressive, la plus ancienne maladie connue, pratiquement, parce qu'elle est tellement spectaculaire. Mais de parler de bipolaire, ça n'a plus tout à fait le même sens que de dire psychose maniaco-dépressive. Si vous êtes psychotique, c'est quand même que... là, ça ne va pas, quand même, pas du tout. Vous êtes dangereux à tout moment, imprévisible. Non, vous avez des troubles bipolaires. Vous n'êtes pas un schizophrène, vous souffrez de schizophrénie. C'est là le travail que votre génération, les jeunes, a à faire. Et de reconnaître que ce n'est pas un choix, c'est une maladie, c'est une contrainte émotionnelle qui peut les soulager sur le moment, auquel ils peuvent avoir tenté de s'accrocher, mais ce n'est pas juste qu'ils soient obligés de s'enfermer dans ces troubles pour se sentir moins mal. Et c'est là où nous devons leur proposer en effet des traitements. Et puis le troisième livre, Nicole Desportes, c'est une patiente du service que j'ai reçue quand elle avait 16 ans, une anorexie dans le début des années 90, particulièrement sévère. Là aussi, on va dire, il y a des éléments psychotiques, des tas limites, vous voyez, comme on est embarrassé pour le diagnostic, parce que tout ça n'est pas à couper au couteau, et qui est arrivée dans le service avec une anorexie très grave, mais aussi des scarifications sur tout le corps. Et elle s'est décollé les deux rétines à coups de poing sur les yeux. Bon. Au total, il y a eu 8 années d'hospitalisation sur 15 ans de suivi. Et maintenant, elle écrit ce livre sur comment j'ai vaincu voyage jusqu'au bout de la vie, comment j'ai vaincu l'anorexie. Un témoignage en plus d'une beauté, d'une richesse de phrases. Bon. Et elle travaille à l'aide sociale à l'enfance. Maintenant, elle a 50 et quelques années. On ne voit plus les traces de la schizophrénie. Elle reste plus vulnérable que d'autres à l'émotion. Ouais. Mais bon. Et c'est toujours cette même problématique de savoir, en effet, ce élément fondamental du paradoxe de la vie. C'est-à-dire, ce qui ressortait du centre des propos de Nicole, c'est que la vie n'est pas binaire. Or, la binarité, c'est construit est le produit de la réflexivité humaine. Notre capacité réflexive nous donne le besoin de maîtriser par la binarité, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est beau, ça c'est laid, et la vie n'est pas binaire. Voilà. Et c'est ça. Alors la philosophie est beaucoup plus binaire. Bon. Et il faut que justement nous sortons du conceptuel pour dire que le biologique nous montre que c'est les mêmes forces qui peuvent être destructrices, qui peuvent être constructives. Et qu'est-ce qui change ? Le degré de confiance avec les autres qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est-à-dire que ça remet bien la relation au cœur du lien humain, du lien de vie d'ailleurs. Elle est au cœur de la vie, la relation avec l'environnement. Elle ne peut pas, ce que je disais tout à l'heure, être neutre. Mais il n'empêche que c'est la biologie qui va faire qu'on sera avec un appétit très fort de créativité, de destructivité. Mais la tonalité positive ou négative, elle dépendra du lien. Vous voyez ? Mais on n'a pas opposé. C'est biologique, ça, ou c'est psychologique ? C'est les deux. Sans biologique, il n'y a pas de vie.
Et c'est le psychologique, c'est-à-dire le relationnel, qui donne sa qualité créatrice ou destructive, et en particulier les valeurs. Et je terminerai là en disant qu'on ne peut pas se passer justement du fait de notre réflexivité de donner une valeur, non pas au sens du moralisme, mais du fait qu'on est conscient de nous-mêmes, eh bien on est sans arrêt en train de se dire, on a besoin de se dire, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon pour moi? On ne peut pas se passer de cela et du regard justement de cet échange avec les autres qui vont justement nous confirmer dans la valeur de ce que l'on fait. Et nous sommes donc là des générateurs d'ambiance, il ne faut pas l'oublier, des créateurs de valeurs. Bon. Et ça, c'est biologiquement nécessaire. Encore une fois, on ne peut pas s'en passer. Bon. Donc c'est cette capacité-là de choix, il me semble qu'il faut que nous prenions en compte et qu'il y a là une ouverture formidable qui montre que toutes les approches psychothérapiques, c'est autant d'outils. On n'a pas à les opposer les unes les autres. Ils ne vont pas utiliser le même niveau émotionnel, le même outil. Il y en a qui conviennent mieux ceci, mieux cela, et que ce n'est pas opposé. C'est une richesse. Il n'y a pas une vérité d'une démarche. Il y a des démarches qui vont être bonnes dans la mesure où elles aboutissent à quoi? À créer la confiance. C'est le résultat qui va donner sa valeur. Bon. Et que chacun peut passer par des chemins différents, mais on ne peut pas passer de cette orientation, de cette orientation positive ou négative. Et je termine en disant que, vous voyez, le problème aussi, c'est que nous restons massivement dominés par nos émotions. Et que ces émotions nous programment pour que dès que notre espace est menacé, comme chez les végétaux, comme chez les animaux, dès qu'il y a une menace sur la cellule, sur l'être vivant, il est programmé pour réagir activement, quelquefois en se repliant ou en allant de l'avant. Nous sommes programmés pour réagir activement. Mais que notre conscience de nous-mêmes fait que nous savons que si on réagit activement en allant vers les autres, on dépend des autres. Et donc on ne peut pas maîtriser, alors que nous savons, et nous sommes les seuls êtres vivants sur Terre à le savoir, qu'avec la destructivité, on a besoin de personne et que nous sommes assurés de la réponse, y compris jusqu'à se tuer. Vous voyez ce côté fascinant, je dirais presque d'une drogue de vie qu'est la destructivité pour l'être humain quand il se sent impuissant et qui, là, est le propre de l'être humain, comme s'il y avait une pervertisation par les émotions de notre capacité, de ce qui fait de nous, les êtres humains, la réflexivité. Cette réflexivité, elle est celle qui nous permet de faire avancer la science et en même temps qui nous ouvre les portes d'une destructivité. Et quand on dit une destructivité animale, c'est totalement faux. Les animaux, ils ne font pas de génocide. Hein. Alors, quelquefois, oui, ils tirent du plaisir en même temps qu'ils mangent. Il faut bien avoir un peu sa motive pour attraper la proie. Ou ils vont... Mais ce n'est pas le but. Nous, si ça peut devenir le but. Parce que c'est le seul moyen de se sentir. Et que qu'est-ce qui va faire territoire chez nous? Ben, le problème, et là il est bien d'actualité, ce qui va faire territoire chez nous, c'est tout ce à quoi on accorde de la valeur. Et là, avec en plus les voies de communication actuelles, ben, les valeurs, elles explosent. Alors la valeur, c'est mes croyances, c'est ma famille, ça c'est traditionnel, c'est ce que j'aime, mais c'est aussi mon club de foot, c'est la bande de copains, c'est la secte sur Internet, c'est tout ce à quoi j'accorde de la valeur. Et pour cette valeur, eh bien, je suis prêt à me battre, et quelquefois à mourir. Et pourquoi? Parce que c'est moi. Voilà. Parce qu'il y a une extension du moi, et on va le retrouver dans l'amour, c'est qu'avec notre capacité réflexive, eh bien effectivement, l'extension du champ des valeurs est exponentielle, hein, mais nos réactions, elles restent très primaires. Elles sont celles qu'on va trouver chez les volailles dans les basses-cours. Hein. Mon ego, mon narcissisme, c'est celui de la volaille dans les basses-cours. Hein. Et si on se disait un peu plus ça, quand on va essayer à tout prix de descendre quelqu'un pour se venger de quelque chose et qu'on était plus près de la volaille que de l'être humain, et que justement notre conscience réflexive, nos capacités de symbolisation sont perverties par des émotions qui sont celles, en effet, que l'on retrouve dans les basses-cours. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi bien dans la vie je dirais, courante, dans la vie de tout le monde, et que, encore une fois, les troubles mentaux ne sont que le miroir grossissant de notre problématique. Et je vous remercie de votre attention. De souffrir. Voilà.
Alors que C'est si... une attaque à la liberté. Absolument. Au primat de la liberté. Absolument. Donc, effectivement, ce qu'on cherche, c'est la performance, c'est le bonheur. Il y a toutes sortes de contraintes actuelles qui disent qu'il faut être heureux, faut maximiser tout, et ça demande, alors, ça demande des temps aussi où ça ne va pas. Il faut accepter aussi qu'il y ait des temps, faut s'inscrire dans le temps. Dans la durée et donc dans la patience, etc. Mais si on veut être tout à fait heureux tout le temps, c'est pas possible. Donc la solution aussi, c'est de changer de partenaire. Parce que c'est tout un problème de narcissisme. C'est-à-dire que pour pouvoir attendre, pour pouvoir durer, il faut avoir un minimum de sécurité intérieure. Si vous n'avez pas ce minimum de sécurité intérieure, la réaction, ça va être de rechercher dans le regard d'un autre cette parole que tu es belle, etc. Alors qu'au bout de 6 mois, 1 an, etc., on commence à plus dire que tu es beau, que tu es belle, parce qu'on est pris par toutes sortes d'autres choses, etc. Donc il faut aussi, et il faut construire son territoire à soi pour accepter que l'autre est son territoire. Enfin, oui, et comme s'il fallait actuellement une excitation continue dans le couple. Oui. Et la réalité, c'est que... Il y a l'ennui. La réalité, c'est qu'il y a l'ennui de temps en temps. Il y a des temps morts. Oui, oui. Puis il y a même des temps de confrontation où on n'est pas du tout d'accord, où ça ne va pas, où on ne se comprend plus du tout. Enfin, c'est toute l'acceptation de... Enfin, c'est l'espérance finalement, ce que je disais à la fin, c'est-à-dire que croire que quelque chose est quand même possible. Mais ça, on le croit ou on ne le croit pas, et on peut le mettre en œuvre ou pas. Mais si on n'a pas cette espérance, enfin, à quoi ça rime d'attendre alors qu'on souffre, alors que l'autre, ça ne va pas non plus, il souffre aussi, etc. Enfin, ça veut dire quoi? Alors que la vie est courte. Enfin, on n'a plus cette idée de la transcendance. Enfin, on n'a plus... il faut vivre dans l'instant, il faut jouir dans l'instant, il faut se donner tout de suite ce à quoi on a droit, parce qu'après, on ne sait pas ce qui va devenir, etc. On n'a plus de lieu autre. Enfin, c'est tout le besoin d'un ailleurs. Oui, et je pense qu'il y a encore une autre chose, c'est que actuellement, il n'y a pas de réparation d'objet. Un objet se casse et on le jette ailleurs. Absolument. Absolument. Oui. C'est comme s'il n'y avait pas de réparation dans les relations. Oui, oui, oui. Mais ça suppose, pour pouvoir accepter les difficultés de l'autre, je pense que ça demande de la compassion envers soi-même d'abord. C'est-à-dire que je ne vais accepter les défauts, les difficultés, les failles de l'autre que si en même temps j'accepte aussi mes failles, mes difficultés, etc. Enfin, c'est un jeu permanent. Je construis la compassion envers moi-même en ayant de la compassion envers l'autre et réciproquement. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'avoir... Oui, le mot de compassion me va bien, cette espèce de tendresse envers soi-même. Et c'est très difficile, parce que très souvent, on ne s'accepte pas soi-même. Enfin, on se dit, mais qu'est-ce que t'es connasse là? Enfin, franchement, c'est pas possible d'être aussi bête, aussi je ne sais pas quoi. Enfin, on a une espèce de difficulté à s'accepter soi-même. Or, c'est le secret de la réussite, en fait. Merci beaucoup. D'autres questions, s'il vous plaît? Posso fazer em português? Sim, sim. Eu trabalho com jovens e nós vivemos numa sociedade onde se valoriza o consumismo e o ter. Como ajudar esses jovens a ganhar essa segurança interior numa sociedade onde eu tenho e não sou, né? Nous vivons dans une société de consommation et la question c'est, elle travaille avec des adolescents, des jeunes, et la question c'est comment aider des personnes à être et non à avoir qui c'est le discours officiel, le discours de la société. Comment faire pour ça?
Je ne travaille pas avec les adolescents. Non, moi, c'est la relation mère-bébé. Oui, mais on est tous des anciens adolescents, quand même. Et on en garde une trace. On garde là aussi. On garde une trace. Quelquefois, toute la vie. Je crois qu'on accorde trop d'importance aux changements sociaux. On met trop sur eux, parce qu'ils apportent énormément de choses. Ils vont plutôt dans le sens de la vie, c'est-à-dire l'ouverture et pas la fermeture. Que jamais les adolescents n'ont eu autant de possibilités d'ouverture devant eux et de se rendre compte qu'il y a plus de points communs que de différences entre un Portugais, quelqu'un qui habite au Japon, voilà, qu'il y a une ouverture sur l'humanité. Bon. Et en même temps, il y a les inconvénients qui sont voilà, cette surconsommation. Mais c'est à nous, non pas de dire « Ah, que vous n'avez pas de chance d'être dans ce monde moderne », mais vous avez une chance exceptionnelle, il faut s'en servir. Rien n'est parfait. Il y a toujours... La vie, c'est des tensions entre des contraires. Des tensions entre des contraires, les deux fils. Quand on reprend le modèle de la cellule, j'y reviens parce que j'aime bien, mais ça donne une image de cette cellule originaire par laquelle commence la vie, qui s'individue. Et il y a, avec ces circuits et ces génomes, il y a une membrane, une frontière. Et si la membrane est trop faible, la cellule, elle meurt. Si elle est trop épaisse, elle meurt parce qu'elle ne se nourrit pas de l'échange. Donc nous sommes tous dans cette tension, et ça a été dit aussi à propos de la dépendance dans l'amour, on ne peut vivre qu'en échangeant avec les autres, et il nous faut en même temps se différencier des autres, ne pas se confondre. Et ça, c'est pas statique, c'est toujours une tension qui va changer avec les épreuves de la vie, avec la vieillesse, à chaque fois qu'on se confronte à l'impuissance, on a tendance à s'agripper et à se fermer. Et il faut en même temps pouvoir s'ouvrir pour pouvoir accepter d'être aidé, s'appuyer sur ce que font les autres. Oui, Faut-il encore que les autres aident? Voilà. Et ça dépend du regard qu'on porte sur l'autre. Enfin, c'est peut-être ce que vous pourriez retenir de tout ça. Ce qui est le plus important, c'est le regard que moi je porte sur la personne que je rencontre. Parce que je suis responsable de l'autre dans le regard que je porte sur lui. Est-ce que je porte un regard de bienveillance? Parce que la confiance, enfin, je le disais, la confiance, elle se construit dans le regard que quelqu'un a porté sur moi, quelqu'un qui justement a été fiable et m'a dit « tu vaux la peine ». Enfin, il ne me l'a pas dit forcément comme ça, mais dans ce regard, j'ai vu que je valais la peine. Et à ce moment-là, je peux, moi, construire mon territoire, mon narcissisme, et de nouveau porter un regard bienveillant sur les autres. Mais si jamais personne n'a porté un regard bienveillant sur moi, comment je vais faire? C'est pas possible. Enfin, c'est tout le temps dans les... On a beaucoup parlé de l'échange, mais c'est l'échange qui est essentiel. C'est tous les regards que je vais porter ou ne pas porter sur l'autre, et qui vont déterminer cette personne que je n'ai pas regardée ou que j'ai regardée avec tendresse. Mais c'est d'autant plus fondamental, justement, qu'il faut sortir de cette facilité qui est de dire ah, c'est le monde moderne, le monde de la consommation, mais c'est une chance, il ne faut pas s'y perdre, il faut garder l'autre fil. Il faut dire oui, les objets, on les jette, mais justement, nous ne sommes pas des objets. Et donc, on ne peut pas avoir le même traitement. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que ces objets qu'on jette, c'est important de les récupérer, on va s'en resservir, on va recycler. Oui. C'est-à-dire que la vie, nous sommes des fabricants de valeurs. Et maintenant, on sort des valeurs toutes faites aussi, qui nous étaient imposées par la religion, par des contraintes diverses, qui n'est pas exclusif, hein, ça peut garder, mais on n'est plus enfermé, mais on ne peut pas se passer de valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va valoriser? Et dire simplement ma valeur, c'est d'être contre ce qui existe, c'est continuer à se référer à ce qui existait, c'est pas créer quelque chose de nouveau. Bon. Et en perdre même les bénéfices en étant contre. On n'a pas contre, c'est toujours facile. Le problème, c'est qu'est-ce qui est attirant, voilà. Qu'est-ce que je vois de potentiel. Et c'est ce potentiel qu'on a à construire. Mais nous en sommes des témoins. Vous voyez, la vie, elle sera ce qu'on la fera.
grandement. Elle dépendra beaucoup de nous, mais on n'en a pas la maîtrise en même temps. Mais c'est important de pouvoir, là où on est, de témoigner. Et je le dis dans la vie courante, nous sommes des générateurs d'ambiance. Alors le chef de famille, enfin il n'y a plus de chef de famille, mais enfin dans la famille, ça serait important quand il y a une ambiance pourrie, de se dire, mais alors quand même, on pourrait changer l'ambiance à table et essayer de... Bon, pareil dans les services, hein, dans le travail. On juge souvent le service au secrétariat. Oui. Quand vous voyez que tout le monde fait la tête au secrétariat, c'est qu'en général, l'ambiance ne doit pas être très bonne. Et quand les ambiances sont négatives, ça crée du négatif. Ça crée des tensions, ça crée... Nous sommes... Ça dépend de nous, on peut se remettre en cause. Et non pas faire référence à des grandes entités. Alors là, on retrouve comme l'idéalisation, c'est le peuple. Alors moi, je parle au nom du peuple. On a fait les plus grandes atrocités, comme au nom de Dieu d'ailleurs aussi. C'est pas une entité. Parce que là, on dit, voyez, comme je ne m'appartiens même plus, je suis totalement dévoué, c'est le peuple qui parle en moi, sauf que ça a toujours amené, en général, à détruire. Bon. Ben non, le peuple, il a à réagir, à construire de manière quotidienne, sans des grandes entités, sans ce binaire, justement, dans lequel on s'est enfermé. C'est ça que nous montre la vie. Que c'est une co-construction permanente avec des déceptions, des aménagements, ça ne sera jamais parfait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer. Et je pense que c'est ça aussi qu'on peut, et c'est ce que nous montre le travail avec les patients. Voilà, de dire, ben oui, d'accord, mais ça a pu s'améliorer. Tous ces patients que je vous citais, ils gardent des fragilités, des difficultés dans la vie, mais ils en ont fait quelque chose où le plaisir de l'échange l'emporte sur la destructivité. Ça, c'est important. Mais il n'y a pas de perfection, comme tu l'as dit. C'est pour ça qu'il y a cette co-construction permanente à tous les niveaux. Tout et entre. Voilà. Alors ça rappelle aussi, j'en profite pour citer aussi, pour avoir plus de compléments, le livre de Nicole, aussi, Entre toi et moi, le champ des possibles, toujours chez Odile Jacob. Parce que je dis toujours la découverte des possibles, je dis toujours le champ, mais la découverte des possibles. Voilà. C'est toujours dans cette entre. La vie, voilà, c'est des tensions entre nos propres contradictions et notre lien avec l'environnement, et ça ne cessera pas. C'est-à-dire il n'y a pas d'état parfait. C'est comme en politique, mais ça n'empêche pas de se mettre en marche. Là, c'est pour les Français, hein, simplement. Compte tenu de la... Petite allusion à la situation française. Toujours, mais c'est une tension permanente. Et ça ne se résout pas, effectivement. Mais qu'est-ce qui peut aider à le surmonter? C'est la confiance. Et qu'est-ce qui donne la confiance? C'est de sentir que ce qu'on pense, ce qu'on croit, a de la valeur. Oui, je crois qu'il y a une équivalence sur le plan biologique entre l'acte, bon, je suis menacé, je mets ma main pour me protéger, mais aussi je suis menacé et je comprends pourquoi. La croyance et la compréhension donnent un sentiment de redevenir acteur de sa vie. Vous voyez le besoin. C'est pour ça que les croyances peuvent emporter tellement de force. C'est qu'en croyant, eh bien, on redevient acteur et on peut croire n'importe quoi. Je veux dire, ça, c'est le problème. Je pense qu'un exemple, que le syndrome de Stockholm, vous savez, des gens qui finissent par de donner raison à ceux qui les ont enlevés, parce que je crois que de dire mon enlèvement a un sens est plus supportable que de dire ça n'a aucun sens. C'est le hasard. C'est ce qui est insupportable. C'est l'attentat, vous êtes là, vous passez, vous êtes tué. C'est insupportable parce qu'on est impuissant. Si ça prend une valeur, ça redevient quelque chose qui vous donne le sentiment d'être acteur. Vous voyez combien c'est fort. Alors c'est là où nous avons à transmettre des valeurs, qui est de dire la destructivité ne doit jamais être une valeur première. On est parfois obligé de détruire, c'est-à-dire pour moi la destructivité c'est couper le lien, faire la tête, ça c'est pas très grave, mais si on peut s'enfermer toute sa vie ou passer une moitié de sa vie à s'enfermer dans son monde et séparer des autres. Bon. C'est ça la destructivité, c'est ce qui coupe le lien, ça protège, ça peut être nécessaire par moment, il ne faut pas s'y enfermer. Ouais.
Et pour ne pas s'y enfermer, c'est déjà important de savoir que c'est dangereux. C'est pour ça que les connaissances que nous avons, la compréhension que nous avons, va changer les choses. Je me rappelle ce père d'un anorexique que j'ai soigné il y a une quinzaine d'années, et qui m'avait dit, parce qu'elle avait 18 ans, elle avait déjà été hospitalisée 5 fois, et à 18 ans, elle était en danger. J'ai appelé son père en lui disant, elle vous écoutera, je ne veux pas moi l'interner de force, il faut que vous lui disiez qu'elle doit être hospitalisée. Et cet homme, qui était très civil, très agréable, d'habitude m'a explosé au téléphone en me disant « Arrêtez cet acharnement thérapeutique. Ça fait 5 fois que vous l'hospitalisez. Vous allez recommencer comme ça si elle ne veut pas vivre. Foutez-lui la paix. » Alors là, je lui dis « Mais c'est pas qu'elle ne veut pas vivre. C'est qu'elle ne se sent vivre qu'au travers de l'anorexique, mais elle risque d'en mourir. » Et ça, je crois que c'est commun à tous les troubles psychiatriques. C'est pas choisi, mais en les ayant, on est moins mal, et on peut penser même que d'aller se suicider, ça vaut la peine, ça donne un sens, je reprends ma vie en main. Pourquoi faire? Comme le mélancolique ou le maniaque, on voit bien comment ça passe de l'un à l'autre. C'est pas une question de vérité, oui. Mais la compréhension qu'on en a. Et là, que je dis, donc pour elle, c'est comme ça qu'elle se sent vivre. Mais c'est pas qu'elle désire mourir. Il l'a fait. J'ai appris 2 ans après par elle, à cette fille d'ailleurs, que ce père venait d'apprendre qu'il avait un cancer du poumon dont il est mort entre-temps. Il l'avait appris quelques jours avant mon appel. Et je lui demandais d'interner sa fille de force. Il ne me l'a pas dit. Bon, et il l'a quand même fait. Et cette fille, elle est devenue psychiatre. Je ne l'ai pas revue pendant une dizaine d'années. Elle m'a invité à sa thèse au mois de juin, 10 ans plus tard, ou 12 ans, avec le réanimateur. On était à sa thèse de psychiatrie. Et donc on a pu parler de ça, de son père, de comment c'était. C'est-à-dire que le sens que vous donnez aux choses, elle transforme la valeur de ces choses. C'est ça qui manque. Et vous voyez bien que dans notre société occidentale et peut-être européenne, le problème du sens devient crucial. On ne sait plus pourquoi on fait les choses. Il faut pouvoir les dire. Entre ceux qui, comme ça, ou ceux qui disent, il n'y a qu'à tout foutre en l'air, comme ça il ira mieux. Enfin, on a eu tout le XXe siècle, le 19e pour faire ça, on sait ce que ça donne. Mais non. Bon. Et bien là, il y a ce problème du sens. Et le sens, c'est une action. Bon. Et l'action, voilà, c'est ça que nous avons. Et nous sommes là placés à un carrefour quasi-expérimental, hein, qu'on confronte à notre propre vie, mais que les patients nous montrent, encore une fois, de façon caricaturale. Ça dépend de l'importance qu'on lui donne. Mais si on dit « de toute façon, c'est faux »,« de toute façon, ça changera », ce qui ont dit maintenant, ça sera faux dans 10 ans. Ben, alors qu'on dit « ça va évoluer », oui, ça va changer. Mais ça va être la valeur qu'on lui accorde. Et c'est là où nous avons quand même une liberté. C'est de choisir la valeur qu'on veut accorder à la vie. Est-ce que je prends parti pour la vie ? Et pouvoir le dire pourquoi je le fais, parce que ça vaut la peine. Oui, il y a de la peine, il y a des douleurs, mais parce qu'il y a justement des choses très fortes, et qu'on y est, ça vaut la peine de le vivre et d'essayer de le transmettre. Bon. C'est là où on a un choix possible. Et vis-à-vis des patients, c'est important de comprendre que quand ils vont mal, c'est des contraintes émotionnelles, c'est pas un choix. Moi, comme vous, j'ai vécu la génération où on pouvait dire à certains moments, c'est son choix, c'est le choix du patient. S'il veut pas, c'est sa liberté. D'aller mal, c'est sa liberté. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un se faire du mal et être libre de le faire. Donc je pense, mais c'est pas neutre. On a pu dire, attendez la demande. Dans les années 70, pour cette fille, on n'aurait pas dit, elle ne veut pas être hospitalisée, ben, il faut respecter sa demande. Mais quel sens ça a ? Ça dépend justement de comment on comprend son trouble. Et que si on le voit comme une manifestation de ses désirs inconscients auxquels elle a droit, et ce que nous montre quand même, je dirais, justement la biologie, les connaissances biologiques, c'est que tout ce qui est de la vie, ce qui caractérise le vivant, c'est cette quête de la transmission, ce besoin de transmettre, ce n'est pas la destruction. Donc je dirais qu'il y a une morale de la vie
qui rejoint sur bien des points d'ailleurs les morales religieuses, mais bon, c'est bon. Mais qui a déjà une morale fondamentale. La vie, c'est pas la mort. La vie, c'est la transmission. Et que vous avez le temps de mourir. Ne soyez pas pressé d'aller tout de suite au cimetière, là, vous mettre dans votre petit cabanon tranquille. Non. Dans votre petite place, là, non. La vie vaut la peine d'être vécue. Voilà. Et elle a des douleurs parce qu'elle donne des choses belles. Et que les patients qui vont mal, que ce soit des faux... Vous ne choisissez... Là aussi, on ne choisit aucune maladie dite mentale. Si vous voulez essayer d'en faire une, vous n'y arriverez pas. Faites-moi une crise d'angoisse, vous ne pourrez pas. Inventez-vous une phobie, vous ne pourrez pas. C'est embêtant, la maladie mentale. Oui, comme tout ce qui est de la contrainte, c'est répétitif. On est obligé de le faire. C'est toujours la même chose. Bon, si vous êtes obligé de vous laver les mains, ben voilà, vous le faites. Vous savez que c'est idiot en plus. Mais si vous ne le faites pas, ben vous êtes anxieux. Alors vous recommencez, vous faites et ça va un peu mieux pendant quelques temps. Oui. La compréhension qu'on a des troubles, et là maintenant on a des moyens de le comprendre, et le recul montre ça aussi, fait que ce n'est pas un choix. Et qu'à partir du moment où c'est destructeur, c'est-à-dire ça vous prive de ce à quoi on a droit, des échanges, c'est pas juste que pour vous sentir mieux, vous soyez obligé d'avoir des comportements qui vous privent des échanges auxquels vous avez droit. Que ce soit d'apprendre, que ce soit la sociabilité, que ce soit de prendre soin de votre corps. Ben, bon. Mais c'est pas fou. C'est pas fou. Parce que ça correspond à un soulagement. C'est pour ça que les conceptions qu'on a me semblent un élément. Donner du sens, nous ne pouvons pas ne pas en donner. Parce que si on dit ça n'a pas de sens, c'est un sens. Et qui est profondément négatif sur ses effets, sur les échanges, c'est-à-dire sur la vie. Bonjour. J'en reviens un petit peu sur la notion de confiance. Dans notre société, c'est vrai qu'on nous dit d'aller vers une vie de couple où on a vraiment des échanges entre deux personnes, mais il y a d'autres sociétés ou d'autres cultures où c'est accepté d'avoir plusieurs femmes, plusieurs maris. Alors, cette notion de confiance, comment est-elle gérée comment elle se passe dans les couples qui ont seulement une personne, qui sont deux, et dans les familles, je ne sais pas si on peut appeler les familles, mais où on accepte d'avoir un mari qui a plusieurs femmes. Est-ce que c'est la même notion de confiance? Est-ce que ça se passe complètement... Oui. Je n'ai pas l'expérience. Peut-être qu'il faudrait avoir plus d'expérience que moi. En fait, ma question est, est-ce que la confiance peut être culturelle aussi? En fait, on nous apprend à être deux dans notre culture. On nous dit une fille en couple, c'est deux personnes, un mari, une femme, deux femmes, deux hommes, d'accord. Et dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures, comme c'est accepté, cette notion de confiance n'est pas du tout pareille. Bien sûr. Et comment, en tant qu'individu, on gère ça? Est-ce que c'est vraiment une question culturelle? Et si on nous apprend à partir de, disons, dans les 10 prochaines années, si on nous apprend, on commence à vivre autrement, est-ce que ça va changer en nous? Il faudra revenir dans 10 ans en parler, parce que... On prend rendez-vous. Quand ça aura changé. Non, mais... Oui, mais totalement. C'est-à-dire nous sommes une création entre notre génome et l'environnement dont la culture est un des éléments essentiels. C'est massif et on ne peut pas s'en passer. On n'a rien choisi de ce qu'on est. Rien. On peut choisir ce qu'on en fait, déjà très difficilement, mais ce qu'on fait nous fait aussi. C'est-à-dire quand on a posé des choix, ils vont contribuer à nous faire. Bon. Contre ou avec la culture, oui. Mais personne n'a choisi ce qu'il est. Bon, on est le résultat de cette rencontre entre ce génome et l'environnement. Mais on a cette capacité d'un choix potentiel. Et ce choix potentiel, comme tu le disais, il va dépendre du regard que les autres posent sur nous. Qu'est-ce que je vois en toi?
Et c'est là où le regard, par l'école et à différents niveaux, qu'est-ce qu'on va voir dans cet enfant qu'on a en face de nous? Et on va lui révéler des potentialités ou on va lui renvoyer une image moche de lui-même et négative et de... Bon, oui. À propos du regard, je pense à Albert Camus, avec son instituteur, M. Germain. Albert Camus, enfin je ne sais pas si vous Oui. connaissez sans doute un petit peu, Albert Camus, son père est mort sur les champs de bataille en France, il est algérien, sa mère est algérienne, elle est plus ou moins muette, enfin elle ne s'occupe pas très bien de cet enfant, et il ira à l'école communale et il aura un instituteur qui va lui transformer la vie. Parce que d'abord, je pense, il raconte ça, il dit, cet instituteur, il avait plaisir à enseigner, du coup on avait plaisir à être là. Le plaisir partagé, je crois que c'est le grand secret d'une réussite de la vie, arriver à partager le plaisir. Voilà. Et cet instituteur, il partageait le plaisir avec ses élèves. Non seulement il partageait le plaisir, mais il était très cadré. Enfin, si un gamin faisait des bêtises, eh ben, il le punissait, etc. Enfin, il y avait des limites. C'était à la fois de la tendresse et des limites. Et au moment où il va passer le certificat d'études, il va avec il y en a 4 qui passent le certificat d'études, il va à l'examen avec eux, il leur a acheté des croissants, il les attend à la fin, etc. Il y en a un qui va être recalé, du coup, il va avec son petit gamin qui est recalé, il va voir les parents pour leur expliquer, etc. Enfin, bon, un regard, une attention à l'enfant qui fait que Camus est devenu Camus grâce à cet instituteur. Voilà. Non, mais effectivement, donc c'est cette rencontre avec la culture. Et après, c'est comment on va réagir. C'est une co-création permanente. C'est-à-dire que si la culture change tout d'un coup, et on voit bien dans certains pays où ça se pratique, combien ils sont sous tension. Parce que justement, il y a un moment donné où ils voient bien que leur culture traditionnelle est mise à mal par la confrontation avec d'autres cultures. Alors certains vont le vivre comme une chance ou comme une étape, on va voir, ne dramatisons pas, on verra ce qu'on peut, il y a place pour des différences, et d'autres comme une menace qui nécessite la guerre. Parce que leur pays est en danger. Bon. Et on le voit aussi, sur tous les fondamentalismes, c'est ça, quel qu'il soit. C'est-à-dire, si vous touchez à ça, les fondamentalismes, ils sont jamais en train de vous dire, regardez comme on est heureux, on est épanoui. Écoutez, si vous avez envie, venez vous joindre à nous, ça nous ferait plaisir, mais continuez votre vie. Enfin, on est là. Non, si vous ne faites pas ça, vous êtes dans la destruction, vous êtes dans le péché, vous êtes dangereux. C'est toujours la peur. Parce que tout ce qui est agrippement, c'est la peur. Il y a un modèle simple. L'enfant de 2 ans qui s'accroche à sa mère plutôt que d'aller au lit ou d'aller à la crèche, c'est pas qu'il aime plus ni moins sa mère, c'est qu'il a peur. La peur entraîne une forme d'agrippement psychique, manuel. Bon, c'est pareil. Donc on est dans une culture. Quand la culture change, et c'est ce qui se passe actuellement, mais vous voyez avec quelle peur et combien, il y a notamment en Europe, de fondamentalisme qui monte, en disant on va tout foutre le camp, tout foutre le camp, monsieur. Non, la vie, ça a toujours été des changements, voilà. Alors après, comment on les accompagne, comment ça se fait, est-ce que dans la violence ou dans un partage, c'est nous qui allons créer cela. Alors c'est pareil, c'est qu'à un moment donné, il est probable que ce qu'on voit dans la nature, dans la biologie, c'est que plus il y a d'échanges, plus c'est diversifié, plus c'est riche. Bon. La culture, c'est pas la répétition du même, la nature. Donc on peut prendre ça en exemple. Donc il est probable que ces sociétés vont évoluer. Si la peur l'emporte, on passe dans la destructivité immédiatement. Il faut mettre en prison tous ceux que ceci, cela. Bon, voilà. Et pour les autres, il y aura des adaptations avec, comme on dit maintenant, c'est mieux, non, c'est moins bien qu'avant. Certains vont trouver mieux, d'autres moins bien, d'autres trouver... C'est la vie. Vous voyez la différence entre, pour moi, la créativité, si vous allez regarder là, vous sortez, et vous avez cette baie magnifique, avec des choses très différentes, évidemment des maisons, des trucs comme ça, mais aussi des arbres, une nature, le Tage qui est là, l'autre côté, vous voyez des forêts, dans ces forêts, il y a des milliers d'insectes, des oiseaux, qu'il y ait une bombe qui tombe là-dessus, il n'y a plus que de la cendre. C'est ça la destructivité. Quand on détruit, c'est uniforme. Et c'est ça qui tend, d'ailleurs, les pays, dès qu'ils deviennent destructeurs, dès qu'on veut imposer, ça uniformise. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a des différences,
ça insécurise notre territoire. Parce qu'immédiatement, si c'est différent, c'est mieux ou c'est moins bien? Non, c'est différent. Ah non, 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 mais est-ce que c'est moi qui ai raison ou est-ce que c'est l'autre? Vous voyez comment il y a une intolérance humaine à la différence, parce que c'est une menace, je dirais, basique, animale sur notre territoire. Et ça, dès que c'est différent, on ne peut pas s'empêcher de dire voilà, c'est mieux ou pas. Alors, mais on peut secondairement se raisonner et dire c'est pas mieux ou moins bien, c'est différent, point. Mais vous voyez où ça entraîne. On a attaché les bègues à un moment donné, non, les gauchers, parce qu'il fallait écrire de la main droite, parce qu'il y a la majorité. Si vous allez dans des tribus en Afrique, si vous naissez albinos, on vous tue. Parce que de deux noirs ressort un blanc, c'est pas possible. Bon. Mais non, on les tue. Hein. Et il y a même un trafic d'organes, parce qu'on récupère tout, qui se fait actuellement avec ses enfants. Enfin, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est inimaginable, la peur de la différence. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est une menace immédiate. Ils ne pensent pas la même chose que moi. Vous avez vu avec l'homosexualité, et encore. Bon. Comment est-ce qu'on a pu faire avec les Noirs? Bon, enfin, comment? Enfin, c'est toujours là. Et si on se disait, mais ça, c'est biologique. On n'est pas coupable d'avoir ce réflexe, on est coupable de ce qu'on en fait. Parce que oui, c'est normal d'être interrogé par la différence. C'est mieux, c'est moins. Et petit à petit, c'est l'éducation, le sens, qui peut nous dire, c'est pas plus ou moins, c'est autre. Et chacun a sa valeur. Et on est tellement mieux dans ce sens-là. Mais enfin, ce qu'on a pu faire. Et on pourrait se servir des exemples de l'humanité, ce que cette peur a pu nous faire. C'est incroyable. Bon. Et ça reste comme ça. Dès que c'est différent, mais c'est naturel que ça interroge. C'est la réponse qui peut être influencée par notre compréhension. Et là, les valeurs sont en jeu. Non, 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 il faut répéter le même. Non, il y a place pour la différence en l'accompagnant. C'est pas en tout ou rien. Et je me dis que là, il y a une morale du biologique, que plus on apprend la complexité de la vie dans la biologie, plus ça inspire le respect du vivant. C'est extraordinaire. Ça laisse entier la question du pourquoi et de la croyance. Bon. Mais sauf que, voilà, c'est pas, s'il y a justement un sens, c'est pas pour rien que la vie, c'est à tout prix la survie, l'adaptation, la diversification. Bon. Et on donne des exemples tous les jours, maintenant, et on n'est qu'au début, où ça apparaît cette extraordinaire complexification. Je voyais dernièrement ces champignons qui ont failli tuer une espèce d'arbre en Amérique du Sud qui a pratiquement disparu. Et en moins de 200 ans, alors qu'il n'y en avait pratiquement plus, il y a une partie de ces arbres qui ont pu faire du champignon un facteur de croissance. Et il y a une explosion des arbres qui revient. 200 ans d'adaptation avant de transformer le poison du champignon en un facteur de croissance. Et quand on rentre maintenant dans l'intérieur du biologique, on s'aperçoit que c'est tout comme ça. C'est ça qui va changer l'approche du cancer totalement par rapport à ce qu'on voyait. C'est ça, on est en train de rentrer au cœur du vivant dans la cellule. Et ça inspire le respect. C'est pas n'importe quoi comme ça au hasard. C'est vectorisé, comme le dit Damasio, c'est vectorisé, c'est-à-dire que ça va toujours dans le sens développer l'espèce, survivre, la transmission. Alors on pourrait s'inspirer de ça. Nous participons de cette beauté, nous prenons parti pour transmettre. Et les différences, c'est une chance quand elles ne sont pas destructrices, qu'elles ne sont pas vécues simplement pour détruire. Enfin, quand elles sont, oui, du différent et pas une volonté de tout supprimer. Et que ça va être une tension avec des inconvénients, des avantages. Voilà. Il y a même en France Houellebecq qui a écrit justement sur les avantages que pourrait avoir le fait de redevenir polygame. Voilà aussi. Bon. Alors, c'est ce qu'on va en faire. Bon. Tout ça, c'est ce qu'on en fait. C'est pas en soi. Or, on voudrait toujours être en soi parce qu'alors là, on est sûr, on est dans le vrai ou on est dans le faux. Il n'y a pas de vérité, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont créatrices ou est-ce qu'elles sont destructrices? Et quand on voit que la destructivité l'emporte, comme vis-à-vis de certaines pratiques sexuelles, comme vis-à-vis de ce qu'on a pu faire subir à des gens, enfin, quelle violence on a pu.
Quand vous pensez quand même que l'auteur de celui qui a permis de découvrir le code des Allemands pendant la guerre, voilà, on a voulu le castrer parce qu'il était homosexuel en 1946, et il s'est empoisonné. Il a choisi de s'en faire empoisonner en lui amenant une pomme pleine de cyanure. Qu'il a croqué, et c'est probablement en hommage à lui, bien qu'il s'en défende un peu, que Apple fait une pomme croquée comme ça. Parce que ce type pionnière qui a permis la découverte du code allemand, tout d'un coup on s'aperçoit en 1946, comme si on n'avait que ça à faire, qu'il avait eu des pratiques homosexuelles, on le traîne au tribunal, on le menace de castration et effectivement. Et vous voyez maintenant les gens comme si ça allait être... Il faudrait quand même que... Vous voyez, on est interrogé là, et je trouve que là, la biologie nous oblige à l'heure actuelle, et en référence aussi avec l'importance de la psychanalyse, c'est-à-dire l'importance justement de l'enfant, des premiers échanges, de tout ce qui se passe dans les premiers... Tout ça, c'est pas contradictoire, mais personne n'a une réponse définitive, il y a un cumul de savoir, et plus on voit qu'on avance, plus on voit que la vie a un sens. La vie et que c'est à nous maintenant. En plus, on a un reflet, qu'on voit bien qu'on peut aller vers la destructivité, ou la créativité, et qu'on est soumis à cela, et qu'on a la chance de le savoir, et que là, ça va dépendre de l'ambiance dans laquelle on va élever nos enfants. Qu'est-ce qu'on leur donne envie de sauver la vie, de partager, de se battre pour que ce soit mieux, mais pas en disant ça y est, nous on a la vérité, donc tous ceux qui ne sont pas comme nous, il faut les supprimer. Ça n'a jamais marché. Ça a toujours donné des catastrophes. Alors on peut... voilà. Vous voyez, je trouve qu'on est au cœur là, de quelque chose qui était très extraordinaire, et de voir ces patients. Et là aussi, quand vous voyez des anciens patients qui vous parlent de ce qu'ils ont vécu, notamment je pense à Nicole Desportes, là, quand il voyage jusqu'au bout de la vie, quand elle était enfermée comme cela, et qu'ils vont bien des années après, qu'ils ont du plaisir, et ils ont besoin de revoir des gens qui les ont vus dans cet état, parce que ceux qui ne les ont pas vus ne comprennent pas ce qu'ils ont vécu. Parce qu'eux, ils sentent qu'ils étaient au bord de l'abîme. Et elle le dit, il y a des phrases où elle dit « il y a deux filles en moi, il y a celle qui n'a qu'une envie, c'est qui est du plaisir, c'est d'être de la tendresse, et puis l'autre qui est là, qui ne supporte pas qu'on s'approche d'elle, qui ne supporte pas la moindre déception, qui ne supporte pas d'avoir besoin de quelqu'un parce qu'elle le sent comme quelque chose, et qui est prête à tout faire sembler. » Voilà. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de lire ces témoignages. C'est qu'on est pris dans des contradictions. Voilà, qui sont celles de la vie. Si on le sait, ce n'est pas un drame, c'est une force. Et la violence, c'est le sens même du vivant. Violence, c'est la qualité de ce qui agit avec force. La vie, elle est une violence appétitive vers l'échange. Elle peut devenir destructrice, elle peut devenir créatrice. Nous sommes, si nous le savons, des passeurs, ce que certains psychiatres d'ailleurs aimaient bien se dire, des passeurs, qui justement là vont aider à ce que, comme pour cette fille qu'on revoit comme cela à son examen, et voilà, me dire, et sa mère me dit, je rappelle ce que vous m'aviez dit, docteur Jamais, c'est que quand elle voulait faire médecine, parce qu'elle a fait psychiatrie finalement, et que quand elle voulait faire médecine, je lui ai dit, mais non, c'est pas pour toi, tu es beaucoup trop anxieuse, et vous m'avez dit, ne réduisez pas votre fille à sa difficulté, à sa maladie. Bon. Et on a pris le champagne ensemble, 10 ans après, et c'est pas la seule comme ça. Ou cette fille qui, comme ça, j'ai soigné dans les 70, qui m'a envoyé là, au mois de mai un SMS en disant « On fête nos 40 ans de mariage avec mon mari, on a pensé à vous, et vous dit merci d'avoir permis cela. » Alors, pourquoi ? Alors, bien sûr que ça me fait plaisir, mais c'est plus profond que ça. C'est pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'avoir des témoins de cela à ce moment-là, ouais. C'est que ça donne une force, comme si dire, il y a 40 ans, j'étais là-bas, oui, d'accord, mais maintenant c'est fini, enfin, c'était pas si grave, là, puisque tu es là, maintenant ça va bien. Bon. Non, là, elle sait comment elle était au bord de l'abîme et comment ça aurait pu se terminer tragiquement. Ouais. Il y a quelque chose qu'on partage. Moi, c'est ça que ça m'a appris, ces reculs. Comme les enseignants quand un élève qui ne marchait pas, ou les éducateurs, et qui le revoient 10 ans ou 15 ans après, qui disent « Oh, monsieur, j'ai un enfant ou j'ai un travail », ils ont un plaisir très différent de celui pour qui vous dit « Oui, j'ai vu comme on s'y attendait, quoi. Enfin, je suis très content, je suis marié, j'ai un enfant. Ah bon, c'est bien, très bien, voilà. » Tandis que les autres, c'est « Ah, monsieur, ou madame »,
voilà. C'est-à-dire, vous savez, comme si j'étais sur le fil, là, comme ça, et là, cette fois, je suis sur le bord. Alors ça vous donne quand même un impact sur le sens de ce qu'on fait avec ces patients, l'importance du lien, et qui, encore une fois, n'est pas opposé à l'importance des médications, mais il faut savoir qu'il ne suffit pas de prescrire, il faut aussi qu'on donne sens. Mais vous vouliez intervenir là. C'est la façon, c'est ce qu'on va en faire. C'est comment on les applique, comment on fait, comment on va créer une ambiance qui pousse à être créatrice. Et ça peut prendre des voies fondamentalistes, enfin fondamentales, pas fondamentalistes, mais des voies de sciences dites fondamentales ou d'une profession voilà, de l'ordre du relationnel. C'est comment on se sent le plus à l'aise et de dire que tout le monde a quelque chose à faire. Et ceux qui vont, heureusement qu'il y a ces chercheurs qui vont passer beaucoup de temps des choses souvent ingrates avant d'avoir des résultats. Nous, on a encore ce côté vivant de la relation immédiate avec les... Alors, qui peut être aussi dur, qui peut être éprouvant parce qu'on se sent impuissant. Hein, bon. Mais on a ce côté vivant. Mais on a besoin des autres, de tous les autres. Et que voilà, ce cumul de... Voilà, ce que peuvent faire les hommes quand ils travaillent ensemble, ben oui, c'est prodigieux. Et ça peut être utilisé par la destructivité. Ça restera une possibilité. Puisqu'on peut créer, on peut détruire. Ça restera. Alors à nous, justement, d'arriver à nous faire comprendre pourquoi ça vaut la peine de créer. Et la destructivité, c'est l'uniformisation. Je vous dis, c'est la bombe qui unifie tout. Il n'y a plus que de la cendre. Toute la diversité de la vie est disparue. C'est ça. Bon. Alors, non, nous avons... et que les métiers, ils sont... Voilà, on peut... Et puis à l'heure actuelle, on peut faire pendant 10 ans un métier et on va pouvoir changer plusieurs fois. Il y a une ouverture possible. C'est pas aussi comme avant où vous étiez là, dans un métier, vous n'avez pas le choix d'ailleurs, vous ferez celui de votre entourage et vous y serez toute votre vie jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors maintenant, il y a une ouverture, avec aussi des angoisses, bien sûr, des inquiétudes, les deux fils. Se dire toujours il y a les deux, et il y en a toujours un quand même qui ramène vers la créativité. Mais il faut joindre voilà, ces choses contraires et c'est à nous de le vivre. Et d'être entouré, de ne pas être seul. C'est-à-dire dans les moments où on flanche, ça c'est important de rencontrer des gens qui vous disent, qui vous indiquent la voie. Mais ça ne marchera pas toujours. Hein,